My name is Andrew Prescott. Je m'appelle Andrew Prescott de l'Université de Glasgow. Bienvenue donc à cette session de présentation en anglais et en français. Et je me réjouis de les écouter. Mon premier devoir est de présenter le docteur Deschamps, un très beau titre de l'Université française en tant que maître de conférence. Très beau titre donc, à l'Université de Toulouse. J'ai eu le plaisir de pouvoir lire de nombreux articles, ouvrages de M. Deschamps sur la franc-maçonnerie, le colonialisme et les Indes britanniques, avec une documentation superbe et des histoires très parlantes. Ça a été très utile pour moi également parce que cela précisait les nuances entre l'Empire britannique, les influences écossaises, irlandaises et toutes les complications que cela a pu entraîner. Simon, à vous la parole. Ok, tout le monde entend. Merci pour cette très belle introduction, Andrew, et merci à l'organisation pour cet événement, Pierre Mollier, Paul Rich, Cécile Révauger. C'est une très belle opportunité. J'aimerais commencer par la date du 21 mars 1877. Ce jour, les francs-maçons de Bombay se sont rassemblés à l'hôtel de ville, d'où ils devaient partir pour célébrer le festival Jamshedi Navroz, une fête religieuse traditionnellement célébrée par les Parsis à l'équinoxe de printemps. Ce fut un spectacle assez spectaculaire, car des francs-maçons britanniques et indiens de toutes les confessions marchaient côte à côte. La franc-maçonnerie a été l'une des seules formes de sociabilité organisée ouverte aux membres autochtones, le premier candidat indien ayant été initié en 1775 et de nombreux autres indiens ayant trouvé leur voie dans l'ordre depuis lors. L'un d'entre eux était K.R. Kama, l'un des Parsis les plus influents au sein des cercles maçonniques de Bombay. Il a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a célébré le potentiel de la franc-maçonnerie à rassembler toutes les populations de l'Inde. Voilà ce qu'il a dit, je le cite. Grâce à ces loges, nous avons maintenant parmi nous un certain nombre de Parsis, de Mahométans et d'Hindous initiés ou entrant en loge à la franc-maçonnerie, tous unis dans la poursuite d'un objectif commun, ou d'autres, pourrais-je vous demander, les trouverait-on aussi heureux de se réunir qu'au sein d'une loge ou sur la table d'un banquet maçonnique. Et en effet, que des maçons parsis, musulmans et hindous célèbrent la même fête religieuse n'est pas un mince exploit, d'autant plus que le discours a été prononcé 3 ans seulement après les émeutes entre musulmans et parsis qui ont lieu à Bombay dans un contexte de tensions communautaires croissantes. Le communautarisme peut être défini comme une idéologie qui, je le cite, projette la croyance que parce qu'un groupe de personnes suit une religion particulière, elles ont en conséquence des intérêts sociopolitiques et économiques communs. Le terme ici fait référence à l'Inde plus particulièrement. Par opposition, Kama semblait suggérer que les loges maçonniques pourraient offrir une forme de laïcité douce qui pourrait s'opposer à la violence communautaire. Alors bien entendu, il n'encourageait pas la laïcité au sens occidental du terme, mais plutôt quelque chose qui s'apparente à ce que l'on trouvait dans la constitution indienne, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est-à-dire un respect égal pour toutes les religions, et donc un droit égal à participer à l'ordre et à la franc-maçonnerie. La question est la suivante. Dans quelle mesure les maçons parsis, musulmans et hindous étaient-ils tous unis dans la poursuite d'un objectif commun? Et quel était l'objectif commun en question? De manière peut-être plus convaincante, dans quelle mesure l'ouverture de la franc-maçonnerie indienne à la participation des autochtones a-t-elle ouvert la voie à la laïcité au sein de la loge et au-delà? Dans la première partie de cet article, j'examinerai l'instrumentalité des débats enracinés sur la question de l'admissibilité des candidats autochtones. Dans une deuxième partie, je me concentrerai sur le rôle joué par les soi-disant loges autochtones dans la sécularisation du rituel maçonnique.
Dans la troisième et dernière partie, j'explorais l'image complexe des loges maçonniques indiennes au tournant du siècle. J'ai passé une diapositive. Alors, je vais commencer par ce débat. Est-ce que les Indiens ont été admissibles dans la franc-maçonnerie? Paradoxalement, peut-être, l'entrée aux loges du premier maçon indien n'a pas fait l'objet de débat. En 1775, Umdat Ulumra, le fils aîné de Nawad Darko et héritier du trône, entra en loge dans la loge militaire numéro 355, suivi de près par son frère dans la loge Perfect, unanimité parfaite à Madras. Tous deux sont entrés en loge à l'initiative de Terence Gagan, un chirurgien de l'armée indienne, qui a agi sans consulter la Grande Loge d'Angleterre, et dans un contexte où la situation des loges maçonniques de l'Inde était extrêmement précaire. Ces deux personnes ont ouvert la voie à la poignée d'Indiens qui ont été ensuite initiés au cours de la décennie suivante. La plupart d'entre eux étaient musulmans et étaient des partenaires politiques ou commerciaux des Britanniques. En revanche, l'initiation de Mer Bundé Ali Khan dans la loge marine numéro 232 à Hyderabad en 1812 suscita des réactions extrêmement hostiles. Le jour du scrutin, 2 membres de la loge refusent d'assister et de participer à l'initiation d'un Turc, d'un Juif ou d'un infidèle, j'ai cité, ajoutant, et je cite à nouveau, qu'ils considèrent tous les Mahométains comme des Turcs. C'était assez simpliste. De toute évidence, le principal obstacle à l'initiation de Mer Bundé Ali Khan était le fait qu'il était musulman, tandis que les membres les moins tolérants de la loge marine considéraient que tout ce qui n'était pas chrétien était interdit. En d'autres mots, la religion figure donc en bonne place parmi les motifs d'exclusion des populations autochtones de l'Inde. Pourtant, le débat n'a réellement commencé que dans les années 1840, lorsque John Grant, le grand maître de la Grande Loge provinciale du Bengale, a écrit à la Grande Loge unie d'Angleterre, 1840, qualifiant la question de l'appartenance des autochtones de question d'un profond intérêt local et général. La réponse à sa demande n'est arrivée que 2 ans après et a été fournie par le grand maître de la Grande Loge unie d'Angleterre, le duc de Sussex. C'est ce qu'il a répondu, je le cite. « Si un homme croit en l'existence du grand architecte de l'univers dans l'avenir et qu'il étend cette croyance à un état de récompense et de punition dans l'au-delà, une telle personne est tout à fait apte à être reçue en tant que frère. » Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la compatibilité des religions indiennes avec la franc-maçonnerie devrait être mesurée en fonction des caractéristiques qu'elle partageait avec le christianisme. Malgré la réponse favorable du grand maître, la question reste en suspens. Le Conseil colonial de la Grande Loge unie d'Angleterre se réunit le 7 juin 1864 pour en discuter. Le rapport publié suit la même logique. Les Parsis, par exemple, sont d'autant plus recevables que les hindous ne le sont pas, et je cite, « Les Parsis présentent de nombreux points de contraste avec les hindous, et l'on ne peut nier que les avantages de la comparaison sont du côté des premiers. » Le rapport faisait en fait référence à un certain nombre d'études pseudo-anthropologiques publiées par des chercheurs occidentaux qui établissaient que le culte d'Ahura Mazda, le dieu zoroastrien, était l'une des premières formes de monothéisme qui a inspiré à la fois le judaïsme et le christianisme. Il est également entendu que Zarathustra avait enseigné à ses disciples qu'ils seraient jugés à la fin de leur vie en fonction de leurs bonnes et mauvaises actions, ce qui impliquait l'existence d'une vie après la mort. Les hindous, par opposition, restèrent exclus jusque dans les années 1860, essentiellement parce que leur foi n'était pas monothéiste et assimilée à de la superstition par les Britanniques, plus encore à la suite de la mutinerie de Sepoy en 1857, comme en témoigne le Conseil colonial. Et je le cite. « Comment les idées occidentales peuvent-elles se frayer un chemin parmi un peuple dont les superstitions attisent les soupçons, au point qu'une cartouche graissée
puisse devenir la cause d'une rébellion générale. Une démonstration similaire d'hostilité se trouve dans la communication trimestrielle tenue par la Grande Loge provinciale du Bengale en 1863 en réponse à la motion suivante, je cite, « Demander si l'admission des hindous dans la franc-maçonnerie est en accord avec les principes de l'ordre tels qu'inculqués par la Grande Loge d'Angleterre. » Cette motion faisait suite à l'initiation d'un hindou nommé Keter Mohun Ganguly dans la loge Saint-John. Le débat qui s'ensuivit fut âpre. Le frère Abbott, par exemple, fit remarquer que, je cite, « J'en connais un hindou, qui travaille dans mon bureau depuis 46 ans et qui a toujours fait preuve d'une bonne moralité. Pourtant, il est hindou, alors que je suis anglais. Ses goûts ne sont pas les miens, ses habitudes ne sont pas les miennes. Son Dieu n'est pas le mien. » Le frère Piffa, par opposition, attire l'attention sur le paradoxe de la situation. Devons-nous, au XIXe siècle, marquer au fer rouge plus de 100 millions d'êtres humains et dire que si le soleil ne se couche jamais sur la maçonnerie en Inde, lorsqu'il brille sur les maçons, il ne brille que sur les pèlerins et les exilés ? Fin de citation. Le débat sur l'admissibilité des candidats indiens était évidemment empreint d'une extrême xénophobie et d'intolérance religieuse. Et pourtant, il a obligé l'ordre, tant au niveau de la loge que de la grande loge, à affronter la contradiction entre ses prétentions universelles et ses pratiques d'exclusion, alimentées par son alignement de longue date sur le christianisme. Elle a également fourni un terrain fertile pour la création de ce que l'on appelle les loges autochtones. Et j'aimerais dire quelques mots à ce sujet à présent. Une loge autochtone, c'est une loge tout particulièrement conçue pour les autochtones. La première loge autochtone était écossaise d'ailleurs, la loge Rising Star of Western India, l'étoile montante de l'Inde orientale, et a été fondée en 1843 à la suite du refus d'un maçon parsi nommé Manekji Cursedge. On voit le portrait sur ma diapositive. Dès 1840, ce membre éminent de la communauté parsi de Bombay avait posé sa candidature à la loge Persévérance et avait donc été blackballé, été exclu. Il a ensuite voyagé en Europe et a rencontré le duc de Sussex, a plaidé sa cause auprès de lui pour la participation des autochtones. Malheureusement, Sussex était en tournée sur le continent et c'est donc ici, à Paris, que Manekji Cursedge fut initié dans la loge La Gloire de l'Univers au Grand Orient de France. Une fois de retour à Bombay, il fut proposé comme membre adhérent dans la loge Persévérance, mais sa candidature a été rejetée. Et c'est pour cela que, en conséquence, 27 maçons, dont les membres de Persévérance, demandèrent à James Burns, le grand maître de la Grande Loge provinciale de l'Inde occidentale, d'ouvrir une loge pour les gentilshommes indigènes autochtones de Bombay, dont la respectabilité et le caractère sont reconnus. Burns répondit favorablement et leur accorda un mandat pour la loge Rising Star of Western India. En fait, Burns était tellement attaché à la cause de l'intégration des autochtones qu'en juin 1845, il décida de créer un nouvel ordre maçonnique appelé The Brotherhood of the Olive Branch in the East. Et il, je le cite, « fournir aux autochtones de l'Est, qui sont francs-maçons, un substitut au degré chevaleresque supérieur, dont l'exclusion leur cause des maux de cœur. » Bien que souvent associé à la renaissance des Templiers en Europe, il s'est par ailleurs montré extrêmement critique à l'égard de l'ordre des Templiers, qui selon lui n'était rien d'autre qu'une, je le cite, « invention encombrante du siècle dernier, dont le seul lien était la guerre et la haine des nations de l'Orient ». Entre 1843 et 1893, 8 autres loges autochtones furent constituées dans l'Inde britannique, dont 7 à Bombay. C'était donc là que la participation autochtone se déroulait. Bien entendu, la constitution de ces loges autochtones n'allait pas sans remettre en cause les fondements mêmes de l'universalisme maçonnique. Ils étaient, après tout, fondés sur l'appartenance raciale. Elle impliquait une forme de ségrégation
qui permettait aux maçons européens et autochtones de partager une expérience commune tout en restant à l'écart, séparés mais égaux. Néanmoins, ils ont également permis d'augmenter le nombre de membres indiens, au point que les maçons indiens étaient désormais en mesure d'imprimer leur propre marque sur le rituel maçonnique. Dès les années 1870, certaines loges de l'État princier d'Hyderabad ont commencé à conférer des grades maçonniques à des candidats musulmans en ourdou. Le phénomène est allé bien au-delà de la simple utilisation des langues vernaculaires. En fait, de nombreux symboles et objets de la culture indienne ont fini par trouver leur place dans le rituel maçonnique local. L'une des plus remarquables incorporations fut celle du Zen d'Avesta et du Coran aux côtés de la Bible sur l'autel. En fait, les maçons indiens n'ont pas seulement généralisé la pratique d'avoir leurs livres sacrés ouverts sur l'autel dans leur propre loge, ils ont également insisté pour qu'elle soit étendue aux loges mixtes. En 1881, par exemple, je suis allée peut-être trop vite. Un certain PMJ Boy visita la loge Hiram, une loge mixte de Bombay, et attira l'attention des membres de la loge sur le fait que le Zen d'Avesta ne se trouvait pas sur l'autel à côté de la Bible comme il le devrait. Il insistait pour que cette question soit traitée sans délai, d'autant plus que la loge Hiram comptait un certain nombre de frères parsis dans les rangs. La présence croissante de maçons autochtones a fait que la franc-maçonnerie indienne est devenue plus laïque. Au sens indien du concept, bien sûr, puisqu'elle fut adoptée par le Congrès national indien, fondé quelques années plus tard, en 1985. La laïcité telle qu'elle était comprise à l'époque en Inde, dans les circonstances particulières, bien sûr, de la montée du nationalisme anticolonial, était conçue comme, je cite, « la démonstration d'un respect égal pour toutes les religions et d'un titre égal pour tous les groupes religieux à pratiquer et à bénéficier du progrès du pays ». C'est intéressant si l'on tient compte du fait que sur les 23 présidents qui ont présidé le Congrès national indien entre 1885 et 1901, au moins 11 étaient des maçons, dont Dadabhai Naoroji, premier député indien, député au Parlement britannique bien sûr, et membre éminent de la loge Rising Star of Western India, première loge indienne. Dernière partie de ma présentation. Lorsque les deux premières loges autochtones sont ouvertes à Bombay, rien dans leur constitution ne semble indiquer qu'elles sont destinées à une communauté religieuse en particulier. Bien sûr, la constitution de la loge Rising Star of Western India avait été motivée par la lutte d'un Parsi et l'écrasante majorité de ses membres appartenaient à cette confession. Mais lors de la toute première réunion de la loge, un musulman avait été également entré en loge. La situation changea cependant avec la constitution des loges autochtones suivantes, qui n'étaient plus basées sur l'appartenance raciale, mais avaient une forte composante religieuse. Lors de l'ouverture de la loge Cyrus en 1871, son nom même indiquait qu'elle était désignée aux candidats parsis, d'autant plus que la majorité des fondateurs étaient parsis. Pourtant, l'année suivante, la loge initie 4 hindous, ce qui prouve que même si elle a été conçue par et pour la communauté parsie, elle n'était pas sectaire. Pourtant, quelques années plus tard, les 4 frères hindous sont partis de cette loge et en ont fondé une spécifiquement destinée à l'initiation des hindous, la loge Aryan. Le fait qu'ils aient ressenti le besoin de se rassembler en fonction de leurs croyances tendrait à suggérer qu'ils étaient animés par la communauté. Le fait que des loges confessionnelles aient vu le jour dans les années 1870 n'est pas une simple coïncidence. Les historiens de l'Inde coloniale ont situé l'émergence du communautarisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les musulmans et les hindous étaient deux communautés différentes aux intérêts sociaux, politiques et économiques contradictoires, précisément à cette époque. La réaction de la loge Rising Star Western India à la création de la loge Islam en 1876 en est la confirmation. Cette hostilité des maçons parsis est liée aux émeutes parsis musulmanes qui ont eu lieu 2 ans plus tôt, en 1874. De retour à Bombay, la dernière loge autochtone
la loge Zoroaster, est clairement confessionnelle. Le fait qu'elle porte le nom Zoroastre, d'après le nom du prophète des Parsis, et que sa devise soit le mot d'ordre Parsi Umata Ukta Vashta, pensée pure, parole pure et acte pur, en est une preuve suffisante. Les Parsis qui l'ont fondée l'ont clairement conçu comme une célébration de leur croyance. D'ailleurs, à l'exception, il y a de nombreux exemples qui montrent que cette dynamique a continué, surtout dans la province de Bombay. Dès 1874, les maçons de toutes les confessions approuvaient et participaient au festival Parsi Jamshedi Navroz. C'est une preuve de cela. Ce qui peut être plus révélateur, c'est que le Coran et le Zen Avesta étaient également incorporés dans le rituel exécuté par les grandes loges de district qui supervisaient toutes les activités maçonniques en Inde. Dans les années 1880, la grande loge de la franc-maçonnerie écossaise de Bombay a créé 2 nouvelles fonctions, le grand porteur de Coran et le grand porteur de Zen Avesta. La plupart des grands officiers de district étaient encore britanniques à l'époque, ce qui signifie que la plupart d'entre eux ne s'opposaient pas à ces innovations rituelles. Cette laïcité a été également, le processus de sécularisation de laïcité a également été grandement facilité par la pression croissante exercée par les administrateurs locaux, coloniaux, les responsables maçonniques, en particulier au niveau des grandes loges de district, pour ouvrir davantage de loges mixtes. Dès 1875, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de l'Elphinstone Dock, le prince de Galles, Albert-Édouard, également grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre, a célébré le rôle de la franc-maçonnerie. John Weldon, l'évêque de Calcutta, qui visitait Simla en 1900, avait un point de vue très similaire. Et je cite, « En Inde, où la division des races et des religions est peut-être plus aiguë que partout ailleurs dans le monde, il est de la sagesse des bons citoyens de chercher des points de ralliement. Un tel point de ralliement se trouve dans le culte maçonnique. » Cette rhétorique de l'unité laïque, systématiquement reprise à travers le Raj, et bien qu'elle ait indéniablement servi à renforcer le pouvoir colonial britannique, a bien contribué à fournir aux dirigeants indiens un espace relativement laïque dans lequel ils pouvaient tous être, et je cite, unis dans la poursuite d'un objectif commun, pour citer les mots de K.R. Kama. Il ne reste plus qu'à déterminer la nature de ce projet politique commun. Quelques mots de conclusion, si vous me permettez. En évaluant l'évolution de la franc-maçonnerie indienne vers un espace plus séculier, nous devons garder à l'esprit que la loge maçonnique était l'une des seules formes de sociabilité britannique dans laquelle les Indiens de toute confession et les Européens pouvaient s'asseoir côte à côte. Cela vaut avant tout pour les loges mixtes, bien sûr, et dans une moindre mesure pour les loges autochtones qui comptaient généralement un nombre important d'affiliés européens. Les loges autochtones constituaient néanmoins un compromis majeur, en ce sens qu'elles permettaient aux Indiens de devenir membres, tout en permettant aux loges victimes de préjugés raciaux de le rester, appliquant ainsi une forme de ségrégation implicite. La même logique s'applique aux loges confessionnelles qui ne font que reproduire les tensions communautaires qui prévalent à l'extérieur. Pourtant, la loge maçonnique offrait un espace dans lequel la tension coloniale entre le commun et l'altérité pouvait être exprimée et négociée. Cela a été rendu possible par la nature paradoxale de la franc-maçonnerie, à la fois exclusive et inclusive, culturellement ancrée et universelle. En Inde, elle a été confrontée à une diversité sans précédent et a agi en tant que servante de la laïcité indienne, telle qu'elle a été définie par le Congrès national indien, comme je vous l'ai dit, et telle qu'elle a été plus tard inscrite dans la Constitution indienne. Enfin, cela prouve encore la grande porosité, non seulement de la rhétorique maçonnique, que Margaret Jacob a souligné dans le Living the Enlightenment, mais aussi l'extraordinaire porosité du rituel maçonnique. En effet, la flexibilité structurelle et rituelle de la franc-maçonnerie a sans doute contribué à son succès à l'étranger.
À travers l'espace et le temps, elle s'est tantôt rapprochée de son idéal universel, tantôt en a dévié. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les frontières de la fraternité maçonnique ne sont pas immuables et qu'elles ont vocation à être repoussées pour faire avancer la cause de la diversité et de l'inclusion. Merci. Thank you very much, Simon. That's very nuanced. Merci Simon pour cette présentation très nuancée et qui nous donne matière à réflexion. Il y aura peut-être des questions sur la présentation de Simon. Allô, ça marche, hein? Allô? Oh, that's okay? Yeah? Right, so our second presentation this afternoon. Deuxième présentation cet après-midi d'un honorable académicien maçonnique de l'Université de Bruxelles, Jeffrey Thyssen. Il illustre à quel point les études maçonniques peuvent s'inscrire au sein d'une discussion historique au sens plus large. Et il attire notre attention sur l'importance de la Belgique comme étude de cas et de l'héritage belge maçonnique. Il va parler du Grand Orient de Belgique. Chers collègues, dans la franc-maçonnerie de l'Europe occidentale, le Grand Orient de Belgique est mis dans la même catégorie que le Grand Orient de France. Il y a des raisons pour cela. Les lodges belges et françaises sont comparables, mais on peut dire que, en regardant de plus près, les choses sont un peu plus compliquées. De plus, il doit être dit que la représentation des deux grands lodges est plus ou moins la même concernant les positions politiques et la position concernant la laïcité. Et cela est devenu a fait partie d'un discours au sein de la Belgique, c'est-à-dire les corps maçonniques qui marquent une rupture du pays, et ceci nécessitait une justification. La question principale est que la possibilité de s'éloigner d'une tradition maçonnique vers une franc-maçonnerie plus laïque. Ceci est couplé avec un rejet immédiat par les corps maçonniques étrangers, et je pense ici de l'UGLE. Et ceci s'est passé également suite à la conférence de 1877. Une autre conséquence de cette décision du Grand Orient du Belgique de biffer un article de sa constitution concernant les discussions religieuses. Ceci a mis à mal les relations internationales, et ceci peut être interprété comme étant une préoccupation concernant ce sujet. Cette représentation des faits démontre l'anachronisme, les développements qui appartiennent au contexte du 19e siècle correspondent à la période post-1945. Et cette reconnaissance était une préoccupation dans la maçonnerie belge. Et cela était vrai en 1854. Il y a eu également une mauvaise représentation des faits, et ceci doit être souligné. Le premier élément qui a besoin d'être nuancé est le stress mis sur la politisation, sur la franc-maçonnerie belge suite à l'indépendance et suite à la création du Grand Orient de Belgique. Sans aucun doute, cette période marquait une époque où les loges belges commençaient à intervenir directement dans le processus politique. La création de l'Université libre de Belgique et d'autres universités, ceci était un acte politique, plus qu'un projet
pédagogique. La création des comités libéraux lors de la même décennie a été un moyen de montrer son accord avec les politiques. Dans la plupart des villes principales, les grandes loges créaient des partis lors de la conférence de 1846, qui était un événement phare où la mobilisation des réseaux maçonniques a joué un rôle important. Ceci a précédé la constitution du Grand Orient de 1852. Je parle de constitution, mais le nom, c'était statut de règlement. Pour certains, cette décision était une confirmation de la situation existante et d'autres étaient moins heureux et sentaient un certain malaise. J'y reviendrai. Il faut également ajouter une certaine nuance. Lors des activités maçonniques dans les régions qui sont devenues la Belgique en 1830, n'étaient pas tout à fait apolitique non plus. Lorsque la Belge a été annexée à la France jusqu'à 1814 et lorsque ces loges qui sont restées suite au bouleversement de 1879, les loges ont été instrumentalisées par la franc-maçonnerie portée par Napoléon. Lorsque les Hollandais ont repris le pouvoir, le même mécanisme a été observé dès le début. Et plus qu'au nord des Pays-Bas, les loges de ces pays sont devenues un point de rencontre où les militaires, les fonctionnaires et les membres des élites pouvaient s'intégrer avec les familles royales. Il y a eu certaines contradictions, mais il semble qu'il y avait des indications que sous l'Empire autrichien, certains réseaux maçonniques n'ont pas suivi les réformes joséphistes. Donc, une ambivalence similaire peut être observée lorsque le département a effectué des changements suite à l'abdication de Napoléon. Donc, le régime hollandais a généré une contradiction fondamentale entre les loges. Un nombre considérable de francs-maçons était fiable à la dynastie Nassau et au pouvoir hollandais. Les loges sont devenues des centres d'opposition contre l'indépendance belge. Il y a eu une rupture avec les Hollandais. Donc, les personnes qui menaient cette opération ont offert il autorise toutefois le Grand Orient à mentionner sa protection dans son document officiel. Donc, le Grand Orient a mentionné sa protection dans les documents officiels. Mais le choix du président du Sénat, Gossuin de Strassart, un aristocrate assez proche de la maison royale, nouvellement établi pour devenir grand maître à la place, fut une décision élégante en faveur des pouvoirs en place. Certes, il ne s'agissait pas encore de la politique partisane caractéristique qui allait rapidement apparaître après cette phase, mais ce n'était certainement pas une franc-maçonnerie qui restait à l'écart de la politique, bien au contraire. En outre, il ne faut pas oublier qu'au cours de ces premières décennies du 19e siècle, la politique n'était pas encore conçue en termes de partis politiques modernes, ni même dans les régimes parlementaires et représentatifs, où ce type de factionnalisme était considéré comme contradictoire avec la fonction représentative en tant que telle. Il en va de même pour la Belgique future et pour ses premières années en tant qu'État souverain. Cela signifierait-il qu'en Belgique, la franc-maçonnerie a en quelque sorte généré la politique des partis? Ce serait quelque peu exagéré.
Si un réseau de maçons essentiellement bruxellois a finalement opté pour l'organisation des comités électoraux afin de faire entrer des députés libéraux à la Chambre des représentants ou de peser sur d'autres niveaux d'autorité publique d'ailleurs, comme le Conseil communal de Bruxelles, ils étaient convaincus, non sans raison, j'ose le dire, que leur initiative était principalement de nature réactive. Il supposait que de l'autre côté de l'échiquier politique, un parti politique avec ses structures et ses cadres professionnels existait déjà et fonctionnait en tant que tel au moment des élections. Pour eux, il était évident que la hiérarchie catholique, allant des principaux évêques à un clergé agissant en tant qu'agents électoraux locaux, tous figurant même sur la liste des salaires de l'État, constituait l'épine dorsale d'un parti catholique discipliné, même s'il ne prononçait pas son nom. En outre, ils étaient convaincus qu'à travers cette configuration politique, les libertés constitutionnelles avaient dévié vers une société de plus en plus cléricalisée, où le clergé avait revendiqué et obtenu une position de pouvoir de facto, et parfois au sein de la sphère de l'autorité publique. Il pouvait également constater, et il devait le faire de plus en plus dans les décennies suivantes, que le clergé n'hésitait pas à exercer des pressions religieuses pour obtenir des gains politiques. Il n'est donc pas étonnant que le choix d'ajouter un militantisme politique aux activités maçonniques se fasse en interface complexe avec une prise de distance finalement assez lente, mais néanmoins décisive vis-à-vis de l'Église comme incarnation de la foi que la plupart d'entre eux, à l'origine, portaient encore et pratiquaient régulièrement, toute tension confondue. Ceci nous mène à un phénomène important qui explique en grande partie l'anticléricalisme croissant des francs-maçons belges, quelque chose qui a été qualifié comme déchristianisation cléricale, c'est-à-dire lorsque l'action cléricale pousse les personnes vers une rupture avec l'Église à différents niveaux, plus spécifiquement au niveau du comportement, de l'appartenance et de la croyance. Cette notion de déchristianisation a fait l'objet de discussions. En effet, elle tend à mélanger ces trois dimensions où les changements ne se produisent pas nécessairement en même temps. Comme je l'ai expliqué dans différentes publications, c'était principalement le refus du clergé d'administrer les sacrements aux francs-maçons qui a conduit à la rupture avec la pratique religieuse, l'appartenance à l'Église et finalement la foi tout court. Le refus des sacrements pouvait être une sanction de leur appartenance maçonnique en tant que telle, bien sûr, dans la mesure où cette appartenance était connue du prêtre sanctionnateur, mais d'autres motifs pouvaient être tout aussi déterminants. Par exemple, éditer des journaux libéraux ou envoyer ses enfants à l'école publique. Les sacrements du mariage pouvaient poser des problèmes, mais semblent avoir laissé peu de traces. Le refus de la communion pascale était un peu plus connu. Le plus important, cependant, était le refus du sacrement aux mourants in articulo mortis et le refus de sépulture concomitant, c'est-à-dire le refus d'accorder un service d'enterrement à l'Église et une inhumation en terre consacrée. Il est difficile d'exagérer l'importance des conflits autour de la mort. Si l'on s'en tient à l'esprit, l'appréciation de James Stevens Curl sur la célébration victorienne de la mort, l'enveloppe sociale du 19e siècle autour de la mort et de l'inhumation était porteuse d'un symbolisme public si important que chaque humiliation, chaque acte visant à exclure un mort et sa famille de la communauté locale des êtres des honnêtes gens ne pouvait qu'avoir des conséquences considérables et provoquer un ressentiment profond et durable contre les acteurs sociaux qui s'estimaient habilités à imposer cette stigmatisation. Ce n'est pas du tout un hasard si les premiers discours anticléricaux élaborés ouverts dans la franc-maçonnerie belge ont été prononcés en 1819 lors d'une loge de tristesse pour un frère auquel le clergé local avait refusé de donner un enterrement à l'Église. Ce n'est pas non plus une coïncidence si la représentation publique emblématique des maçons belges a été un enterrement laïque.
Ici, je fais référence au grand maître Verhagen en 1862, un événement qui a été rapporté dans la presse quotidienne à Londres et à Lemberg. En Belgique, seules les pratiques liées à la mort ont donné lieu à des représentations publiques de francs-maçons en costume d'apparat et à l'affichage de symboles maçonniques. Et je peux aller plus loin. C'est aussi une loge de douleur qui a provoqué le débat sur les repères qui a conduit à la réforme des années 1870, où le Grand Orient de la Belgique a en effet ouvert la voie à l'introduction d'une configuration plus laïque de son rituel, de son symbolisme et de ses fondements philosophiques. La redéfinition de ces fondements peuvent être trouvés dans la loge de la tristesse qui a été faite en 1886 afin de faire le deuil du roi Léopold. Et malgré la pression de se transformer ou de se convertir en devenir catholique, il a été confronté à la stigmatisation. Les dernières heures du roi ont présenté un exemple de ce que la mort peut signifier. Cela veut dire rester sereine et fiable à ses convictions et rejeter le chant de l'Église catholique. Les francs-maçons belges pensaient plutôt aux enterrements laïques, une pratique qui n'a pas été reçue. Mais ceci a été oublié et le Grand Orient de la Belgique a donné une voix à ce sentiment anticlérical lors de sa réaction à la mort du roi. Le même message a été envoyé à la loge de la tristesse qui a été organisée quelques semaines après. Et nonobstant, ceci se faisait écho en public, dans la mesure où la loge de la tristesse devait être une opération de relations publiques afin de contrer une mauvaise presse contre le pape. Cette configuration a entraîné des critiques dans la presse, mais plus important, cela montre une sorte de spiritualité avec un être suprême et une doctrine de base de franc-maçonnerie. Et ceci a été pour la toute première fois contesté. Et c'était la loge de Louvain, donc les villes universitaires à l'est de Bruxelles, qui ont contesté contre cette doctrine. La loge a stipulé que même lorsque la majorité de ses membres suivaient la même conviction, déisme, ceci n'était pas permis comme doctrine pour l'ordre. La correspondance entre les loges et les grandes loges ont pris une dérive lorsque ces correspondances ont été fuitées. La nouveau l'ange Antoine Évrard, un personnage intéressant, un Achille van Arabic, un pharmaciste, ont publié des publications radicales. Et ici, c'est là où ça devient plus intéressant et lié avec ce que nous avons entendu ce matin. Il y a une correspondance avec la loge La Philadelphie et des copies publiées de cette correspondance. Des copies ont été publiées et ceci est tombé dans les mains de Amon Mudd, un journaliste catholique qui critiquait les loges. Le leadership du Grand Orient était furax et voulait expulser cette personne. Mais puisqu'il y a eu un soutien des autres loges, une mise en garde a été envoyée. Et donc, il a fallu revoir les constitutions des grandes loges, de ces rites et de ces principes. Ceci a mené aux réformes du Grand Orient de la Belgique. En 1872, la référence à l'archétype suprême a été supprimée des statuts de règlement
Un débat concernant les principes a continué entre mars 1970 et janvier 1868. Il y a eu un abandon de l'archétype suprême, ainsi que la présence du volume de la loi sacrée. En même temps, la conviction de la mortalité a aussi été laissée pour compte. Cette décision n'a pas empêché la décision de la loge, mais cette décision était basée sur un consensus vaste et plutôt que sur une majorité. Tel a été le cas en France. Ce processus a permis de montrer une opposition et certaines loges ont quitté le Grand Orient en faveur du Conseil suprême avant de revenir quelques années plus tard, suite à un changement de position politique. Et les francs-maçons qui avaient initié le processus ont été expulsés et ont été poussés vers des réformes qu'elles ne souhaitaient pas entreprendre. Et la réponse a été ce qu'on appelle le système belge, c'est-à-dire les loges pouvaient parler de la politique mais ne pouvaient pas voter un programme politique. Encore plus intéressant était l'effet de ces décisions sur les relations internationales. En 1852, les décisions concernant les politiques et la religion ont eu un effet. Les grandes loges à l'étranger ont coupé les ponts avec le Grand Orient de la Belgique. Et ceci a été présenté comme une mesure défensive contre la position politique du Vatican. Il y a eu des ruptures des grandes loges allemandes et scandinaves et petit à petit, ces liens ont été reconstitués pour la plupart lors des années 1860. Mais ce n'était pas le résultat d'un mouvement vaste au sein du Grand Orient de la Belgique où quasiment tout le monde était indifférent aux connexions avec les grandes loges à l'étranger. Les maîtres tels que Van Hagen et Van Sloch ont fait des efforts diplomatiques afin de rétablir ces liens. Mais ceci était principalement à cause du fait que les relations maçonniques constituaient leur terrain de jeu. Les choses étaient encore plus paradoxales. Aucune rupture n'a suivi ces décisions et les grandes loges à l'étranger 40 ans après la réforme, cessaient d'exister. Et en même temps, l'UGLE arrêtait de reconnaître le Grand Orient de France suite à sa décision de 1870 à renouer ses liens. Une fois que la mention du grand archétype avait été supprimée de la Constitution. Mainly with regard to politics, they hardly talked about the Supreme Architect. C'était seulement lorsque des questions concernant la territorialité sont devenues plus importantes que les choses se sont mal passées. Mais même à ce moment-là, les nations belges n'étaient pas intéressées à cette question. Même pas après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque d'autres grandes loges, même les grandes loges américaines, ont changé de position. Seulement des hauts grades de maçons étaient préoccupés par cette question, mais ceci n'était pas le cas à tous les niveaux. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, avec les premiers pas vers la construction d'une communauté européenne, ces considérations faisaient plus écho dans les loges. Néanmoins, les débats, les conflits et les décisions qui ont suivi
était une question d'une minorité, même si ceci est devenu plus important plus tard. Donc, quelles étaient les perspectives de cette loge? Je ne suis pas convaincu que les débats concernant la régularité ont joué un rôle important à ce niveau. Je dirais plutôt qu'il s'agissait d'une sécularisation large de la société belge qui s'est produite en Flandre. Et ceci a dilué les loges laïques. Et donc, l'ancien ennemi semblait beaucoup moins menaçant il y a 150 ans. Mais il faudrait un autre article afin d'expliquer cela davantage. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse, mais on ne nous a pas fourni la présentation de l'intervenant. And I hope we'll be able to Nous pourrons en discuter davantage pendant notre dernière session de la fin. Prochaine présentation qui sera en français. J'accueille Joachim Graf dos Santos de l'Ordre du Grand Orient Lusitanien. J'ai admiré de loin l'histoire héroïque du Grand Orient Lusitanien et j'étais ravie d'entendre parler des ouvrages incroyables, du travail incroyable de Joachim qui ouvre les archives et développe des bases de données de membres, ce qui est incroyable. Son article va donc parler de son travail sur le Grand Orient. L'introduction de la révision amiable. Joachim, vous avez la parole. Ça marche, allumé déjà, non? Ah, vous avez appuyé dessus. Prenez votre sien. Soit allumé déjà. Pas besoin, soit allumé déjà. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'introduction de la révision amiable dans le Grand Orient lusitanien uni, la pleine liberté de conscience emportée de France. Par décret du 30 septembre 1869, la Grande Loge du Grand Orient lusitanien approuva la fusion proposée par le corps maçonnique Grand Orient afin de faire toute la famille maçonnique du pays une entité unique et indivisible sous le nom de Grand Orient Lusitanien Uni, suprême conseil de la franc-maçonnerie portugaise. L'autre obédience existante, le Grand Orient portugais, s'était déjà prononcé le 15 septembre en faveur de l'union des deux organisations, ce qui signifiait qu'un long processus de réunification de la franc-maçonnerie dans le royaume de Portugal, qui après la fin de la guerre civile 1834 s'était fragmenté, était enfin achevé. Le Grand Orient lusitanien uni, dont le premier grand maître fut João Palma de Noronha, deuxième comte de Paraty, regroupa sous ses auspices 55 loges qui pratiquaient le rite français ou le rite écossais ancien et accepté. L'organisation administrative de cette obédience fut subordonnée à une nouvelle constitution approuvée en 1871, dont l'article 2e stipulait que la franc-maçonnerie, subordonnée au Grand Orient lusitanien uni, suprême conseil de la franc-maçonnerie portugaise, a pour base fondamentale la croyance religieuse, l'amour de la famille, de la patrie et de l'humanité. Les années 1870, cependant, ont intensifié la question religieuse dans le débat public de la société portugaise, favorisant la circulation de nouvelles idées qui ont encouragé le mouvement laïque portugais et qui ont nécessairement atteint les loges du Grand Orient lusitanien uni. Si jusque-là,
la perspective de la franc-maçonnerie portugaise en la matière s'inscrivait dans le courant traditionnel du libéralisme portugais qui se limitait à combattre le cléricalisme, l'ultramontanisme et l'entrée des congrégations religieuses au Portugal, la question italienne, les délibérations œcuméniques du Concile Vatican I et en France, les événements de la Commune de Paris et la proclamation de la Troisième République laïque et anticléricale ont eu un grand impact sur la société portugaise. Rappelons que la contre-offensive doctrinale de Rome a cherché à prendre une expression organisée, ce qui a conduit à la fondation au Portugal de l'Association catholique en 1872, dirigée par le comte de Semmoudench. En réponse, un mouvement s'est formé à Coimbra en faveur de la création d'associations libérales à tendance laïque animées par des francs-maçons et par des défenseurs du positivisme et du républicanisme naissant. La radicalisation de la campagne de l'Église catholique contre les philosophies rationalistes, la franc-maçonnerie, la libre pensée, le carbonarisme et la démocratie libérale républicaine aux socialistes est également venue renforcer le courant laïque. Ainsi, à la fin des années 70 et à l'heure où le Convent du Grand Orient de France de 1877 avait conduit à introduire le principe de la pleine liberté de conscience dans sa constitution, la rédaction de l'article 2e de la Constitution du Golo commençait à être contestée. Antonio Patricio Gouveia, vénérable maître de la loge Raison triomphante, en français Raison triomphante, atelier du rite français, a été le plus important de ce mouvement. En 1878, au moment où était discuté dans la Grande Loge du Golo le projet de révision de la Constitution, il a défendu une nouvelle formulation de l'article en question, car, et je passe à citer, « Je considère ces propos comme contraires au même esprit de la loi, comme nuisibles à l'agrandissement de l'ordre, comme aberrants par rapport à nos véritables fins, et je dirais même comme intrusifs dans nos codes qui n'exigent ni ne reçoivent de sanction d'aucun corps théologique, qui n'affirment ni ne définissent aucun dogme religieux, qui ne sont pas inspirés ou illustrés par l'Évangile ou le Coran, et enfin, qui n'adhèrent ou ne participent à aucune religion ou secte. » Ce mouvement en faveur de la suppression de la référence à la croyance religieuse dans la Constitution du Golo n'a cependant pas abouti. Les révisions successives de ce document législatif effectuées en 1878 et 1886 ont maintenu les dispositions de l'article 2e, sans aucun changement en cette matière. Cela n'est pas surprenant, puisque le Golo a entretenu tout au long de cette période de larges relations avec les obédiences britanniques, nord-américaines et allemandes, ce qui signifie que le texte de la Constitution tenait davantage compte des contraintes inhérentes aux alignements internationaux plutôt que des opinions philosophiques d'un nombre croissant de ses membres, qui étaient en faveur de la pleine liberté de conscience. Cette faction est devenue de plus en plus importante et active à mesure que la fin du siècle approchait, et la critique de la religion exprimée dans les théories de Proudhon, Malon, Pi Margall et Littré s'est répandue dans ce pays. Beaucoup des idées de ces auteurs étrangers sont reproduites dans les écrits d'activistes laïcs portugais de l'époque, tels que Eliodoro Salgado Teixeira Bastos, le vicomte d'Oguela, Magalhães Lima, Afonso Costa, Fernão Boto Machado, Faustino da Fonseca, Agostinho José Fortes, Fernandes Costa ou Miguel Bombarda, entre autres. Presque toutes ces personnalités du mouvement laïque portugais
étaient des francs-maçons du Goulou, nombre d'entre eux occupant même des postes importants dans l'obédience. Le vicomte d'Oguel et Magalhães Lima ont été grands maîtres du Goulou. C'est donc déjà dans un Goulou plus philosophiquement aligné sur le courant laïque que Bernardino Machado fut en 1895 élu grand maître. Professeur titulaire à l'université de Coimbra, il était une figure de grand prestige intellectuel dans le monde académique, qui avait déjà suivi un parcours politique important en tant que député, père du royaume et ministre des Travaux publics, du commerce et de l'industrie, étant à cette époque encore monarchiste, bien que libéral et progressiste. Bernardino Machado a été après pour 2 fois président de la République portugaise. Dans son discours d'installation, il s'est clairement positionné en faveur de la liberté de conscience, en disant que nous ne sommes ni un parti ni une secte. Nous respectons tous les croyants sincères, le sanctuaire dans lequel chacun abrite son idéal d'amour et d'altruisme est pour nous inviolable. La loge Elias Garcia de Lisbonne, atelier du rite français, dont était le vénérable maître José Maria Feio Trenas, journaliste qui avait été un des fondateurs du Parti républicain portugais, a envoyé un message au nouveau grand maître qui comprenait un ensemble de suggestions, parmi lesquelles la nécessité d'une nouvelle constitution de l'obédience. Cette communication recommandait également que la franc-maçonnerie devait s'engager dans le combat pour la séparation de l'Église et de l'État, pour une loi sur le divorce, pour l'augmentation de l'éducation et contre le soi-disant socialisme catholique, c'est-à-dire l'influence de l'Église parmi la classe ouvrière. Le processus de révision constitutionnelle a commencé avec Feio Trenas jouant un rôle décisif dans sa coordination. Sans grande opposition, le texte de la Constitution fut profondément révisé et dans la version approuvée en 1897, la déclaration de principe qui incarnait le chapitre 1, la franc-maçonnerie et ses principes, prenait la forme suivante. Article 1er. La franc-maçonnerie est une institution ritualiste, philosophique, philanthropique et progressive. Article 2e. La franc-maçonnerie cherche à apporter des améliorations morales, matérielles et intellectuelles à l'individu, à la famille, à la patrie et à l'humanité. Par conséquent, ces préceptes fondamentaux sont l'étude, la pratique austère de la solidarité, des vertus sociales et privées et du travail. Comme principe, elle professe la franche tolérance mutuelle, la liberté de conscience, le respect de la dignité humaine de soi-même et des autres. Article 4. La liberté de conscience découle du respect de toutes les convictions religieuses et politiques. Cependant, sa mission dans l'étude de la morale et de la science universelle, elle n'exclut pas de ces discussions l'analyse de la politique générale comme branche importante du savoir. Et c'est la philosophie et de l'histoire des religions comme étude intéressante à la sociologie. En raison du libre examen, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Article 7e. Elle est honorée par la devise qui a consacré les droits de l'homme dans la sublime trilogie des peuples qui ont déchiré les ténèbres des temps barbares. Liberté, égalité, fraternité. Dans ce texte, dont l'inspiration dans la Constitution alors en vigueur au Grand Orient de France est très évidente, il faut souligner que si le principe de pleine liberté de conscience a été introduit de manière anachronique dans le texte réglementaire du Goulou, 20 ans après le convent de 1877 de cette obédience française,
la devise républicaine fut cependant révolutionnairement inscrite dans la constitution de cette obédience du Royaume du Portugal 13 ans avant l'instauration de la République. C'est une situation dans laquelle le rôle politique de son rédacteur, José Maria Feitorenas, est reconnu. Cependant, si philosophiquement la Constitution de 1897 a marqué un tournant idéologique qui s'est maintenu dans les textes constitutionnels suivants, la pratique rituelle des loges reposait encore sur des rituels très dépassés et complètement en décalage avec ses principes, ce qui a conduit à la nécessité de procéder à une vaste révision de ces textes. Si le rite français fut le rite de fondation de la première obédience portugaise, le Grand Orient lusitanien, en 1802, les difficultés qui surgirent à cette époque en ce qui concerne l'obtention de sources rituelles crédibles, liées au fait que durant cette période coexistaient au Portugal deux traditions maçonniques distinctes, l'anglaise et la française, ont conduit les loges portugaises à fixer une pratique combinant l'influence des deux. Bien que l'on sache que le Gaulle avait à sa fondation un rituel de référence publié en 1808 et appelé régulateur maçonnique aux formes d'initiation aux 3 degrés symboliques adoptées par le Grand Orient portugais pour être utilisé dans toutes les loges régulières de sa correspondance, qui s'inspirerait au moins un parti dans le régulateur du maçon, il fallut attendre 1834 pour qu'une bonne traduction en portugais de cette publication française paraisse. Elle faisait partie du recueil Bibliothèque maçonnique de Miguel António Dias et a eu une importance fondamentale dans la pratique ultérieure de ce rite dans les obédiences portugaises jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cependant, bien que les rituels de Miguel António Dias soient des textes d'une qualité de traduction manifestement bonne et extrêmement fidèle aux rituels français qui les ont servi de source, dans la pratique antérieure des loges portugaises étaient déjà enracinées certaines traditions rituelles qui ont persisté jusqu'au début du XXe siècle. Ainsi, des aspects typiques de l'influence britannique ont continué à se retrouver dans les rituels du rite français utilisés par les loges du Golo. Des exemples en sont la présence de la Bible en loge, disposée sur une petite table triangulaire située à côté des marches de l'Orient, sur laquelle se superposaient l'équerre et le compas, ou le fait que les grands chandeliers n'étaient pas situés à l'endroit où ils sont traditionnellement placés dans le rite français. Au lieu d'être placés à côté du tapis de loge, ils étaient disposés à côté des tables du vénérable maître et des surveillants. Outre ces variantes utilisées dans la décoration des temples, les textes eux-mêmes, qui étaient initialement des traductions du livre régulateur du maçon, avaient déjà subi plusieurs modifications pour s'adapter au goût local, dont beaucoup importaient des rituels Jamari Ragon, qui étaient d'inspiration nettement déiste. Il n'est donc pas surprenant que dans l'annuaire du Golo de 1904, nous trouvions le texte suivant. Des réformes sont nécessaires. Le symbolisme ancré dans les pratiques rituelles apporte avec lui une longue tradition séculaire. Mais sans manquer de respect à cette tradition, notre ritualisme doit être simplifié, conformément au superbe envolé de la liberté de penser et surtout de la liberté de conscience dans les temps qui passent. Nos rites, exécutés avec rigueur, sévérité, confèrent à la franc-maçonnerie les caractéristiques d'une secte, voire d'une religion, et nos temples, en grande et petite tenue, forment une atmosphère de mysticisme qui parle plus au sang qu'à l'intelligence. Avec l'approbation de la Constitution de 1907, la juridiction du rite français au Golo a changé. Le souverain grand chapitre des chevaliers Rose-Croix, qui avait été introduit dans l'organisation de l'obédience par la loi additionnelle de 1883, modifiant la Constitution de
1978 et qui consistait en une juridiction qui comprenait tous les chapitres, qu'ils soient du REA ou du rite français, est devenu le grand chapitre général du rite français, chargé d'approuver ces rituels de référence. Cette juridiction a donc été immédiatement chargée de réviser les textes alors en usage. Après avoir consulté les rituels en pratique dans les obédiences continentales, dans lesquelles le principe de la pleine liberté de conscience avait été consacré, Grand Orient de Belgique et Grand Orient de France, le souverain chapitre des Chevaliers Rose-Croix a fini par suivre le modèle français, ayant approuvé en 1909 un rituel d'apprenti qui constitue une traduction très fidèle du rituel amiable en usage dans le Grand Orient de France depuis 1887. Cet effort du souverain chapitre des Chevaliers Rose-Croix ne s'est pas poursuivi dans les autres grades, car il a été dépassé par l'initiative volontaire d'un frère, alors membre de la loge pureza en français porté de Lisbonne, António Augusto Matos Freire. Ce franc-maçon était un fonctionnaire qui travaillait pour la presse nationale, en plus d'être chef du secrétariat du Golou. Matos Freire, à partir des rituels de la révision Blatin approuvée par le Grand Orient de France en 1907 et des rituels de Rose-Croix et de Kadosh de la révision amiable de la même obédience, a pris l'initiative de publier des traductions de ces textes entre 1909 et 1920 dans un recueil intitulé « La liturgie maçonnique ». Ils ont été largement acceptés par les loges, chapitres et aréopages, ayant été adoptés dans la plupart des ateliers du Golou, tant pour le rite français que pour le REA. Dans un communiqué diffusé aux loges le 28 décembre 1912, il a écrit ce qui suit. Depuis de nombreuses années, dans le Grand Orient Lusitanien uni, suprême conseil de la franc-maçonnerie portugaise, il manque des rituels pouvant servir de guide pour réaliser les initiations au 2e, 3e, 18e et 30e grade, aboutissant à des investitures par simple communication de signes, d'attouchements et de mots, ce qui est absolument irrégulier. En France et en Belgique, qui ont les francs-maçonneries les plus combatives, les francs-maçons ne sont élevés de grade en grade que pour leur service ou pour leur mérite intellectuel, et toujours en harmonie avec les formules liturgiques, formant ainsi un esprit maçonnique que nous ne possédons pas. On constate donc que l'influence culturelle de la franc-maçonnerie française a profondément marqué la franc-maçonnerie portugaise au début du XXe siècle, tant au niveau philosophique qu'au niveau de la pratique rituelle. Les idées de la Troisième République française ont également influencé le soutien idéologique de la Première République portugaise, notamment en ce qui concerne la laïcisation de la société. Le Golou, plus par l'effort individuel d'un de ses membres qu'en sa qualité de franc-maçon érudit, a étudié et traduit l'ensemble du corps rituel en usage dans le Grand Orient de France, que par l'action de sa juridiction de rite français, disposait désormais d'un ensemble de rituels mis à jour et parfaitement alignés sur les idées positivistes de l'époque. Les rituels Matos Freire n'ont jamais fait objet d'une approbation officielle du Golou. Cependant, ils ont eu un impact profond sur la franc-maçonnerie portugaise pendant des décennies, ayant même été utilisés autant que possible de manière clandestine après l'interdiction de la franc-maçonnerie par l'État nouveau de Salazar en 1935. En 1974, pour donner suite au retour à la normalité de l'activité maçonnique, ce sont encore ces rituels qui servent généralement de base à la pratique des loges, jusque dans les années 1990. Surtout, on peut dire que c'est cet héritage d'un dogmatisme et d'engagement social marqué par l'usage pendant des décennies de rituels caractérisés par un grand sens rationaliste qui a contribué au début des années
des années 1980, un Sklégolou qui a repris son nom d'origine Grand Orient lusitanien est librement choisi de rester une obédience libérale ou humaniste, tout en ouvrant un espace à tous ceux qui voulaient un alignement avec la Grande Loge unie d'Angleterre. Ces dernières pouvaient suivre cette voie en fondant une autre obédience portugaise. Merci. Thank you, Joachim, for that presentation. Merci Joachim pour cette présentation qui nous montre en fait les méandres de ces évolutions et je m'interrogeais sur ce que Simon disait concernant la porosité et je pense que ceci était évident. Donc je pense que nous allons prendre une pause de 10 minutes pour les questions. Donc je vais demander aux 3 intervenants de venir devant et s'asseoir devant la salle et je vais demander à Cécile de prendre le micro. Et je pense qu'il y a une question de l'autre côté de la salle. Oui, donc dans ces efforts de créer une société plus laïque, est-ce que la maçonnerie a eu un impact sur cette séparation entre les langues, entre le flamand et le français? Et qu'en est-il des tensions et des hostilités qui en existaient? A lot could be said. Je peux en dire beaucoup de choses. Il s'agit d'une relation assez complexe pour le 19e siècle, avec quelques exceptions. Plus ou moins toute la franc-maçonnerie parlait français, même il y avait une exception, une loge qui est devenue bilingue à Anvers et une deuxième loge qui a été créée suite à un conflit. Ceci était lors des 1870, donc déjà à la fin du 19e siècle, et ceci continuait encore pendant 40 ans avant la création de loges qui parlaient néerlandais, et ceci a commencé à Bruxelles. Et la loge belge jouerait un rôle important après. Donc, pour le 19e siècle, le langage était assez limité parce que la plupart appartenaient à la bourgeoisie française. Il y avait des questions qui étaient jugées d'être importantes, mais c'était après la Deuxième Guerre mondiale que ce conflit linguistique devenait plus présent. Avant cela, pour la plupart de la période, c'était quelque chose qui était en dessous de la surface. Il y a eu des positions militantes de certains maçons pendant la Première Guerre mondiale. Certains coopéraient avec les Allemands. Pas sur le plan idéologique, mais plutôt parce que des décisions pratiques devaient être prises. La diplomatie allemande essayait de séparer les francophones et les néerlandophones en Belgique. À part cela, à des moments spécifiques, ces loges francophones avaient à certaines périodes, et je parle ici de la période des 1870, une émancipation de la langue néerlandaise. Et l'idée parmi les libéraux flamands était d'accepter ces exigences afin d'éviter que l'Église catholique s'empare de la cause flamande. Et donc un certain nombre de francs-maçons
faisait partie de ce programme flamand, mais ceci n'a pas perduré lors des premières années du XXe siècle, lorsqu'il y a eu un changement dans le système de suffrage, alors que le vote ou le poids du vote belge était plus important. Et toute une série de décisions pouvaient impacter la position de l'élite. Et il faut également penser à la monopolie pédagogique en Belgique. Le grand-père de ma femme était le premier à avoir obtenu son titre, son diplôme en néerlandais. Et donc, lorsque on a vu que c'est une réalité, tout à coup, ces francs-maçons qui étaient réticents avant la réforme sont devenus beaucoup plus défensifs. Et donc, il n'y a pas eu une position émancipatrice vis-à-vis le nord du pays. Ceci a changé lorsque les loges néerlandophones sont devenues beaucoup plus présentes. Et donc, il y avait la création d'un petit réseau intégré de personnes que je connaissais lorsque j'étais jeune, des personnes qui avaient 80 ans à l'époque. C'était à ce moment qu'il y a eu un changement et ceci a eu un impact conséquent, mais après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'était pour résumer parce que bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que cela. Any further questions? D'autres questions? Donc, l'urgence de la franc-maçonnerie portugaise au début du 19e siècle a été commencée par les régiments britanniques, les régiments militaires britanniques français, qui étaient composés d'immigrés royalistes français. Donc, au début de la franc-maçonnerie portugaise, la plupart des sources rituelles provenaient de la France. Et donc, la tradition a été développée pour la plupart sur la base avait une origine française. Et le Grand Orient a toujours maintenu des relations avec les obédiences nord-américains et avec les conseils suprêmes nord-américains et avec les rites écossais. Et avec les grandes loges écossaises, irlandaises, britanniques. Même après le changement de la Constitution et même après le début du XXe siècle, lorsque nous avions des loges d'adoption, l'UGLE entretenait de bonnes relations avec la franc-maçonnerie anglo-saxonne. C'est peut-être une surprise, mais c'est un fait. Et ceci a perduré jusqu'à 1935, lorsque la franc-maçonnerie a été introduite au Portugal. Donc, nous avons toujours eu de la franc-maçonnerie d'influence française, mais nous avons toujours maintenu de bonnes relations avec la franc-maçonnerie anglo-saxonne. C'est la raison pour laquelle, au début du XXe siècle, on avait beaucoup d'aspects qui étaient connectés ou liés à la tradition britannique. C'est très intéressant. Je sais que par le passé, lorsque j'ai parlé de ce basculement en Angleterre et en France, Pierre Marley disait qu'au début, il n'y avait pas eu ce gel généralisé. Donc, j'aimerais juste ajouter un commentaire rapide à Pondichéry. À cette époque, les francs-maçons se réunissaient autour de la même table en 1793 et les francs-maçons britanniques étaient très tristes par rapport au fait que les Français avaient perdu leur roi. Donc, à cette époque, il semblait avoir de connexions très proches, surtout dans des zones qui étaient géographiquement éloignées de la France.
Merci. Je pense qu'il y a une question ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Donc, j'aimerais juste ajouter un commentaire ou peut-être poser une dernière question. J'ai été frappé, Jeffrey, par les commentaires que vous avez faits concernant John Harvey, qui était le grand secrétaire à l'époque de la rupture avec la France. Et vous avez dit que lui était sympathique à cette sécularisation cléricale. C'est une belle phrase que vous avez énoncée. J'aime beaucoup ce concept. Ensuite, si on examine la période maçonnique britannique, il y avait un point qui n'a pas été évoqué, c'est la préoccupation d'un phénomène dans la presse britannique maçonnique. Et je pense qu'il faudra peut-être en parler davantage. Jean Goblet d'Alvia, qui était un homme intelligent et qui connaissait très bien le monde anglo-saxon et les sensibilités britanniques. Il avait mis l'accent sur cet élément, c'est le fait que c'était le Vatican qui fait cela et ceci. Et ce sont des forces qui sont menaçantes. Et ceci était un discours qui était présent à cette époque. Et donc, il était très conscient de ce sur quoi il devait mettre l'accent et les choses pour lesquelles il devait être plus discret. Et il était tout à fait conscient du fait également que de cet épisode avec l'Earl de Ripon. Et donc, il a pu faire ce lien. Et bien évidemment, il était également un homme politique libéral. Donc, je pense qu'il a pu défendre cette cause efficacement et les gens l'ont oublié pendant un certain temps. Et les choses sont devenues plus claires dans le XXe siècle et ceci a entraîné un certain ensemble de choses. Ce que j'ai trouvé extraordinaire des échanges de la presse à cette période, tout le monde était très bien informé des deux côtés de la Manche, et c'est certainement pas le cas maintenant. Très bien, donc nous allons revenir d'ici 10 minutes. Nous allons reprendre d'ici 10 minutes et je vous demande de remercier nos intervenants. Merci beaucoup.